Bonjour et bienvenue dans ce podcast où je vais vous parler de parentalité en confiance, de multiculturalisme et d'harmonie en famille. Je suis Clémentine, praticienne en hypnose et en Reiki spécialisée dans la parentalité. Mon mari est tchèque, je suis française et on habite à Zurich depuis 11 ans avec nos 3 enfants. Si vous n'êtes pas encore inscrit à la newsletter, je vous invite à le faire en vous rendant sur mon site clementinepolisensky.com ou sur mon profil Instagram Clémentine Polisensky. Vous y serez informé de la sortie de tous les nouveaux épisodes de ce podcast et vous y trouverez des réflexions complémentaires sur l'éducation et sur nos challenges de parents, mais aussi des trucs et astuces pour vous sentir mieux au quotidien avec vos enfants. Merci d'être là et très belle écoute! Alors aujourd'hui j'avais envie de vous parler de la réduction des jouets et du jeu libre. Parce qu'il y a quelques mois, en fait, on a décidé de réduire le nombre de jouets qu'il y avait à la maison, de mettre à la cave. Et j'en avais parlé sur Instagram, et il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé « Mais comment tu fais ? Comment ils jouent ? Comment ils font ?» Il y a des personnes qui ont eu l'air enthousiasmées, d'autres dubitatives ou au moins curieuses. Donc je vais expliquer un petit peu ce qu'on a fait et quels sont les bienfaits en fait de la réduction du nombre de jouets. Qu'est-ce que c'est que le jeu libre et quels sont les avantages, les inconvénients, etc. quoi. Je me suis dit que dans un premier temps, donc j'allais expliquer pourquoi en fait c'est bien d'avoir moins de jouets. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait à la place ? Parce qu'effectivement, la question peut se poser. Et puis, enfin, je parlerai aussi de la façon dont on a désencombré et qu'est-ce qu'on fait pour essayer de ne pas réencombrer. Parce que ça reste une lutte, non, je dirais pas une lutte de tous les instants. Mais il faut continuer à faire attention, quoi, parce qu'évidemment, les enfants, si on les laisse... Et puis même nous, on pourrait se laisser tenter et le problème pourrait ressurgir. Donc, pourquoi c'est bien d'avoir moins de jouets ? Ça peut paraître contre-intuitif, mais un enfant qui a trop de jouets ne sait tout simplement plus où donner de la tête d'une certaine manière. Il peut se retrouver surstimulé et perdre en fait en concentration, avoir tendance à passer rapidement d'un jeu à l'autre ou alors ne pas savoir quoi choisir en fait. Et là, en fait c'est exactement comme nous, enfin je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais des fois, tu as besoin d'un nouveau jean et tu vas sur ta plateforme préférée, quelle qu'elle soit en ligne, pour acheter un jean. Tu vois qu'il y a 1748 résultats, t'es découragé d'avance, quoi, en fait. Et soit on se retrouve dans les atermoiements parce qu'on sait pas quoi choisir, on hésite entre ceci, cela ou encore cela, ou alors on est juste comme paralysé, on fait pas du tout. Et pour un enfant, en fait, l'envie de jouer est quand même si forte qu'il va quand même trouver quelque chose avec lequel jouer. Mais si vous regardez bien, il y a de fortes chances pour que vos enfants jouent quand même beaucoup avec les mêmes jouets. Une autre chose que vous pourrez peut-être remarquer, c'est qu'il y a le plaisir de la nouveauté. Les enfants jouent beaucoup avec un jouet au début, quand ils le reçoivent. Donc c'est super, c'est tout beau, c'est tout brillant. Et puis ensuite, il y a un désintérêt. Parce qu'on a comme épuisé, en fait, l'enfant a comme épuisé les possibilités du jeu. Et ça, c'est aussi lié au fait qu'on donne aux enfants des jouets qui sont pensés pour eux, qui ont une certaine fonction et qui font en gros une seule chose ou un certain nombre de choses précises. Et c'est finalement pauvre. Ça a l'air riche parce que c'est coloré, ça fait du bruit, ça bouge, mais en fait, on peut pas trop l'utiliser pour faire autre chose que ce à quoi il a été destiné. Et c'est là que, d'une certaine manière, le travail d'imagination des enfants est empêché, parce que tout est déjà fait. Y a d'autres personnes qui ont inventé les jeux, qui ont fait ce travail d'invention et de créativité. Et il reste finalement que les miettes pour les enfants qui jouent, d'une certaine manière. Et c'est aussi ça qui fait qu'ils s'en lassent plus facilement. Un exemple assez frappant, c'est celui des Lego, surtout les nouveaux Lego. Maintenant, tout le travail de créativité, quand on les achète là dans les boîtes avec un manuel en 4 parties, c'est les inventeurs qui ont fait ce travail de créativité. Dans ce cadre-là, les enfants ne sont censés que suivre un plan préétabli, il n'y a pas de créativité. D'ailleurs, à ce sujet, pour la petite anecdote personnelle, je trouve que c'est, encore une fois, c'est marrant, à la fois la méthode éducative à la française par opposition à la méthode tchèque, je dirais, et puis aussi des traces de patriarcat, je pense. Le fait est que mon mari aime bien créer à partir de pièces dépareillées, imaginer un truc, vraiment tout créer de A à Z avec les pièces et tout remettre dans, mélanger, etc. Et moi ça me gonfle.
Moi, j'aime bien suivre le plan, je fais ça comme un puzzle vraiment, pas comme un outil de création, je reconstitue le puzzle. S'il manque une pièce, c'est fini, moi j'ai plus envie de le faire. Enfin, je grossis le trait, mais à peine, quoi. Alors je ne sais pas si c'est culturel, si c'est lié à la façon dont on élève les filles par rapport à la façon dont on élève les garçons, ou si c'est vraiment un trait de personnalité qu'on a. Mais quand même, on se retrouve encore une fois dans cette configuration-là. Bref, ça c'était pour la petite anecdote. Après, il y a aussi la dimension de la durabilité des jouets, je dirais, qui en a pris un sacré coup ces dernières dizaines d'années. Quand vous tombez sur de vieux jouets dans des brocantes ou des magasins de seconde main, dans les greniers, etc., en fait, on voit bien que c'est les mêmes jouets, enfin surtout je pense aux grands classiques qui ont été fabriqués depuis des décennies justement, et qui n'ont plus forcément la même résistance aujourd'hui. Et on se retrouve en fait aujourd'hui avec des jouets qui sont là en grande quantité, pas chers, achetés en masse, et qui en plus cassent facilement. Je pense qu'il y a aussi, on parle souvent de la fast fashion, donc tout ce qui est lié aux vêtements, mais c'est vrai aussi pour tous les autres objets. En fait, il y a plein d'autres objets qui sont disponibles en plus grande quantité. Il y a un accès, en fait, une tentation, j'ai envie de dire, en fait, avec les téléphones, etc., qui est permanente, qui n'était pas le cas avant, en fait. Je pense que c'est vraiment démultiplié aujourd'hui et il faut être de plus en plus résistant, j'ai envie de dire, pour ne pas céder à cette tentation. Et moi, j'en suis encore victime parfois. Enfin, je l'ai été, je le suis, je le serai sans doute encore. J'essaye de faire en sorte que ce soit pas, justement, que ce soit pas trop dramatique. Mais c'est là, il y a une forte pression à l'achat qui se fait maintenant en plus avec les réseaux sociaux où c'est un petit peu déguisé, où t'as l'impression que c'est ta super copine qui te conseille un truc génial. En fait, c'est quand même une autre façon de marketer quelque chose. Et tout ça, en fait, cette accumulation, cette abondance, vraiment, j'ai envie de dire, c'est fait aussi pour que les enfants n'y attachent pas une grande importance, en fait, n'investissent pas énormément ces jouets-là. C'est juste pas possible. Il y en a trop, et ça casse vite. Enfin, les petites voitures, encore une fois, je veux pas faire ma vieille, mais quand on voit comment c'était fait, les petites voitures, il y a 40 ans, et aujourd'hui, la résistance, c'est pas du tout la même, quoi. Et aujourd'hui, c'est tellement vite arrivé qu'il y a une roue qui casse, une portière qui s'arrache pour les petites voitures, et du coup, ça aide pas non plus. Après, je veux pas non plus diaboliser, hein. Enfin, on a des Lego, on trouve ça super, les garçons adorent, ça fait partie des jouets avec lesquels ils jouent le plus. De toute façon, l'idée, ça n'a jamais été de supprimer à 100% les jouets. Enfin, je suis passée pour une extrémiste. Enfin, en fait, voilà, j'ai dit qu'on avait mis 90% des jouets à la cave. Bon, j'ai pas compté si c'était vraiment 90, 85. Moi, j'avais l'impression qu'on a tout mis à la cave. Même en mettant la plupart des jouets à la cave, c'est ça qui est terrible, d'une certaine manière, il en restait plein. D'ailleurs, j'ai pas réussi à faire un réel avec la chambre vide, parce que c'est pas vide. On n'a pas non plus trié les livres, et on en a beaucoup. Ça, c'est encore une autre histoire. Enfin voilà, je trouve qu'on en avait trop. On en a encore largement assez. Des fois, il y a des gens qui viennent chez nous et qui disent qu'on est minimaliste. Alors, franchement, ça me fait rire parce que j'ai pas du tout cette impression-là. Loin de là, je me demande comment c'est chez les autres. Mais enfin voilà, on n'est pas extrême, c'est ça que je veux dire. Et on n'a pas privé nos enfants de jouer. On a enlevé le surplus. C'est vraiment très différent, quoi, en fait. Alors oui, il y a de la frustration parfois chez mes enfants, mais je crois qu'il n'y en a pas plus que si on avait tout gardé. Parce que les enfants voudront toujours acheter des trucs nouveaux quand ils passent au magasin, ça change rien qu'on ait déjà 15, 20, 50, 150 jouets, ou type de jouets à la maison, je pense que c'est un peu dans la nature de l'être humain aussi d'être tenté, quoi. Si jamais il y a la possibilité, on est tenté. D'ailleurs, c'est ce qu'on leur a expliqué il y a quelques jours encore. Il y avait notre deuxième qui voulait, on est allé à la Migros et il voulait des Lego parce que c'est donc supermarché en Suisse et à l'étage il y a les jouets. Bon, cette fois-là j'étais pas là, mais apparemment ça a été dur pour lui de partir sans, en fait. Il y a même eu une petite larmounette et je suis pas insensible, mais c'est pas lui rendre service que de l'acheter, en fait. Et je vais expliquer pourquoi dans une seconde. Mais ça a été l'occasion, en fait, d'expliquer que pour nous c'est pareil. Moi aussi j'ai envie d'acheter des trucs. Moi, mon truc, c'est la déco, les vêtements, pour eux et pour moi, les livres. Bref, j'ai plein de compulsions potentielles, moi aussi, mais je me retiens. Parce que je sais, après, pertinemment, que je n'arrive pas à tout porter, que je n'arrive pas à tout lire.
et que ça sert à rien. Et puis en plus qu'on est encombré après des fois. Enfin, il y a toute la gestion de toutes ces choses qu'on a à la maison dont on n'a en fait pas besoin ou qu'on n'a pas le temps d'utiliser. Et donc je leur ai expliqué en fait que pour moi c'était pareil. Et ça me semble être un point clé. De verbaliser quand c'est dur pour nous aussi. Quand on fait ça, en fait, on n'affaiblit pas son message. Au contraire, moi je trouve qu'on est beaucoup plus crédible. On leur montre qu'on les comprend, on leur montre la réalité. Et on est d'autant plus un exemple comme ça parce qu'on montre que c'est pas évident à gérer pour nous. Et ça crée une belle connexion en fait. Et moi j'explique comment je fais pour m'en sortir. Et la fois dernière, ça a créé vraiment une belle discussion de famille à la maison et j'ai vu que ça a aidé vraiment mon enfant en fait. Pour en revenir à ce qu'on disait, du coup, pourquoi c'est bien d'avoir moins de jouets ? Alors déjà avant, ce que je voudrais quand même souligner, c'est que moins de jouets, ça veut pas dire moins de jeux. Et ça, c'est vraiment une différence hyper importante à faire. En fait, c'est plus de jeux. Les enfants jouent plus, jouent mieux avec moins de jouets. Encore une fois, je ne dis pas zéro jouet, je veux dire on arrête d'être submergé par les jouets. Parce que je pense sérieusement que c'est le cas dans plein de familles. On a toujours fait attention à essayer de pas trop en acheter et on en est quand même arrivé là en fait. Donc j'imagine que vraiment on n'est pas du tout les seuls. Donc ce qui va se passer après, c'est que les enfants jouent autrement quand il y a moins de jouets. Donc moins de jouets, c'est moins de stress pour les enfants. Ça se voit pas, ils vont jamais venir nous voir en disant maman je suis stressée, il y a trop de jouets à la maison, évidemment. Mais n'empêche que ça reste une surstimulation, qu'on est un peu débordé, dépassé par le choix. Et c'est une source de stress, en fait, qu'on impose à nos enfants comme ça. Du coup, comme il y a moins de stress, il y a moins de bagarres aussi entre frères et sœurs, parce que je sais pas si vous avez remarqué, si vous avez plusieurs enfants, c'est sûr que vous savez qu'il y a 50 000 jouets dans la maison et que les deux vont toujours vouloir le même truc. Et acheter en double ou acheter plus, ou le fait qu'il y ait encore 44 petites voitures avec lesquelles on pourrait jouer, ça ne va pas peser dans la balance pour votre enfant. Il va quand même vouloir jouer avec cette ambulance, là, maintenant, comme l'autre enfant. Et c'est comme ça. Et en fait, vraiment, le fait qu'il y ait moins de jouets, ça va réduire aussi les bagarres. De manière aussi, parfois, qui pourrait étonner certaines personnes, c'est moins d'ennuis. Alors c'est vrai que si l'enfant a l'habitude d'avoir beaucoup de jouets et puis d'un seul coup il n'y a plus rien, ça peut peut-être être un peu bizarre, il va avoir besoin de temps pour s'habituer et traverser l'ennui en fait, si on peut dire ça comme ça, pour ressortir de l'autre côté du tunnel et commencer à faire avec ce qu'il y a quand même. Et d'ailleurs, même s'il n'y a rien, et ça vraiment je l'ai remarqué avec mon fils en particulier, il va s'inventer des scénarios, il va s'inventer des histoires, des dialogues. Et en fait, ça va être d'une richesse incroyable, qui ne sera pas forcément le cas si il est en train de faire quelque chose avec un jouet physique, en fait. Donc c'est vrai qu'au départ, si on veut passer de beaucoup de jouets à moins de jouets, il y aura peut-être une transition, il va falloir accompagner l'enfant et pas se laisser décourager en fait s'il nous dit qu'il s'ennuie. Mais il n'y a pas de raison que ça dure en fait. C'est un temps d'adaptation s'il n'a pas été habitué à ça. Mes enfants ils disent quasiment jamais qu'ils s'ennuient. Ça n'arrive jamais et je pense qu'ils ont appris le mot à l'école. Ouais, la première fois que mon fils m'a dit ça, c'était en allemand. Je disais, quoi ? Tu t'ennuies ? Et voilà, c'était plus par mimétisme qu'il a dit ça que parce qu'il comprenait vraiment de quoi il s'agissait, parce que c'est extrêmement rare qu'il s'ennuie en fait. Encore un point qui n'est pas des moindres, c'est moins de rangement. Et franchement, ça a vraiment tellement changé la donne pour nous, c'est le jour et la nuit. Je me souviens encore, il y a quelques mois, là, c'est ce qui m'avait donné envie de faire autrement, de faire quelque chose, parce que tous les soirs, il fallait passer par là et il fallait leur demander de ranger parce que mon mari tient à ce que ce soit rangé pour dormir dans une chambre rangée, ce qui est tout à fait légitime et courageux, j'ai envie de dire. Personnellement, je ne serais pas forcément aussi stricte, mais je trouve que c'est bien de leur apprendre ça. Mais du coup, c'était entre le fameux tunnel du soir avec le dîner, le pyjama, les dents, la lecture. Et par-dessus tout ça, encore rajouter le rangement de la chambre, c'était invivable en fait. Et je me suis dit que ça pouvait plus durer, et c'est comme ça que j'en suis venue à proposer un changement. Et le fait d'avoir mis tous ces jouets à la cave, forcément il y a moins de rangement. Du coup il y a beaucoup moins de sources de conflits le soir en fait, il y a presque rien à ranger. Quand il y a quelque chose à ranger, c'est fait vraiment en 2 minutes et c'est pas un problème.
Et quand je me mets à la place des garçons, je me dis mais c'est logique aussi, en fait, à leur place, j'aurais été aussi découragée par l'ampleur de la tâche. C'est tellement vite dérangé, on sort 3 caisses, on vide les Lego, et voilà, c'est un bazar monstre. Et après ranger tout ça, quand il y en a partout, en fait, ça prend pas tellement de temps que ça. Quand on chronomètre, en général, ça va assez vite. Mais il faut avoir envie de le faire. Et déjà surmonter, en fait, le blocage psychologique de voir cette chambre en bazar et de se dire, il y a tout ça quand même, quoi. Visuellement, c'est beaucoup. Donc voilà. Et du coup, quand on a moins de jouets, on a aussi, à l'inverse, l'occasion de développer ses compétences sociales. On va plus avoir tendance à aller vers les autres, à parler aux autres, à regarder ce que les autres font dans la maison, à jouer avec d'autres enfants. Ça développe aussi en plus le vocabulaire, les soft skills, hein, ça c'est par mimétisme encore une fois. Ça va être plus de créativité. Du coup, il va falloir être inventif pour trouver des jeux avec des objets qui n'en sont pas forcément au départ. D'inventer des histoires, des scénarios avec des super-héros, des amis imaginaires, plein de choses, vraiment. Et puis du coup, une meilleure capacité de concentration en fait, parce qu'on n'est justement pas surstimulé et on passe pas d'un jeu à un autre comme ça toutes les 3 secondes parce qu'il y a ça, puis il y a ça, puis il y a ça. Et on reste concentré plus longtemps. Et ça, je pense que vraiment, c'est aussi un cadeau précieux à faire à ses enfants, en fait, qui n'en a pas l'air. Ça n'a pas l'air très impressionnant vu comme ça, mais à l'heure d'aujourd'hui, avec la prépondérance des écrans et tout ce qui va avec, offrir à son enfant la possibilité, la capacité à développer sa concentration, je pense que ça va être de plus en plus précieux parce que les distractions, elles se démultiplient. Maintenant, il y a aussi dans la rue des pubs animées, des vidéos dans la rue, les téléphones partout, les écrans des fois même à l'école en fait. Franchement, je pense que ça, c'est quelque chose qui est précieux et qui va le devenir encore plus à mon humble avis. Et donc comme je disais, surtout si votre enfant n'a pas l'habitude, ça va passer par une phase d'ennui, c'est inhabituel, c'est nouveau. Et c'est normal, mais après avoir été un peu guidée, après avoir peut-être une phase où on va jouer plus avec l'enfant et lui montrer comment on peut faire, comment on peut être inventif, quoique je pense que c'est pas forcément nécessaire, hein, mais éventuellement, il va y avoir des cabanes sous la table ou avec les coussins de canapé, des sous-marins avec un carton, des soucoupes volantes faites dans une couette. Franchement, vous n'imaginez pas combien de temps mon enfant a passé, mon aîné, à fabriquer une soucoupe volante avec notre couette. Et il a passé tellement de temps, vraiment, mais plusieurs jours ou semaines, je pense. Il a répété ce jeu, en fait, où il faisait comme s'il était dans une soucoupe volante et il fallait monter dans la soucoupe volante. Voilà, une couette. Et ils vont se déguiser en pirates, en astronautes, en fonction de ce avec quoi ils nourrissent leur imagination, donc les livres, les histoires qu'on raconte, ce qu'ils entendent à l'école, éventuellement à la télé, si vous avez la télé. Il y a des objets qui vont être détournés. Alors c'est sûr qu'il faut accepter ça aussi, qu'ils aient le droit d'investir les objets qui ne sont pas destinés à ça au début, forcément. Mais si vous décidez qu'il y a des no-go, il faut le dire, mais après il faut bien accepter que les enfants jouent avec quelque chose, ou qu'ils soient quelque part. Bon, ça c'est sûr, mais c'est tout à fait possible. Récemment, là, quand on était en vacances, on avait pris, là pour le coup, vraiment très très peu de jouets. Et mon fils a pas mal joué au super-héros avec une serviette de plage et puis une épingle autour du cou. Mais ça faisait une cape. Et ça suffisait en fait pour être déguisé et pour être dans son personnage. Et du coup, essayer de pas trop intervenir là-dedans non plus, quand ils sont pas en demande, en fait, quand ils sont plongés dans leur univers, c'est ça le jeu libre, quoi, hein, mais de les laisser le plus possible explorer, que ce soit à travers du coup des jeux de rôle, des imitations, des temps de rêverie aussi. Ça aussi, c'est super précieux, de laisser à notre enfant la possibilité de rêver. Moi, quand j'y repense, en fait, ça fait partie des plus beaux moments de mon enfance à moi. Tous ces moments, en fait, où je rêvais à ma vie plus grande, à ce que ça pourrait être, quels espoirs j'avais, et j'étais nourrie de diverses choses là aussi, que ce soit livres, films ou d'autres choses. En fait, je me souviens que j'étais parfois inspirée tout simplement. Ça aussi, c'est une compétence dont on parle très peu, mais qui est essentielle. J'en ai parlé un petit peu dans une newsletter récemment, c'est le fait que imaginer ce qu'on souhaite, à tout âge de la vie en fait, va vraiment nous aider à le réaliser, à le manifester, à le concrétiser.
Et du coup, c'est une compétence exceptionnelle qu'un enfant a naturellement et qu'on peut l'encourager à garder ou le décourager de la garder sans le faire exprès, en fait, juste en le surchargeant de jouets ou d'activités d'ailleurs. Mais en fait, rêver une chose, c'est déjà s'en rapprocher. Imaginer comment ça va être quand je serai comme ci, je serai comme ça. C'est ça qui crée aussi la réalité. Et je trouve que quand on voit les choses comme ça, se dire que c'est priver les enfants en leur offrant moins de jouets, je trouve que c'est vraiment... Ça semble tellement absurde, en fait. Alors après, laisser un enfant s'occuper tout seul toute la journée, je vous avoue que ça me paraît quand même un peu illusoire, du moins de manière constante. Dans certains contextes, je pense que c'est possible, par exemple des journées d'été, si on a un grand jardin, quand on est à la plage, etc. Surtout s'il y a plusieurs enfants, par exemple des cousins, des petits copains. Oui, mais dans la famille nucléaire, ça me semble quand même compliqué. Et puis je fais partie des gens qui pensent quand même que des enfants, il faut s'en occuper. Même si le jeu libre, c'est super, on est d'accord, je trouve que c'est... Je viens d'expliquer pourquoi je trouvais ça fantastique, mais il faut leur proposer des activités. Alors, on n'est pas là pour faire le Club Med et divertir son enfant chaque seconde, on est bien d'accord, mais les enfants sont là, ils font partie de la famille, et il faut quand même composer avec et pas s'attendre à continuer sa vie comme s'il n'était pas là, il n'avait besoin de rien, ça... Voilà. Mais du coup, ce qu'on fait, c'est que on les inclut parfois dans nos activités à nous. Par exemple, faire la cuisine, ou bien ce fameux rangement, du yoga, ou il y a quelque chose à réparer, on va réparer ensemble, recoller ensemble, plein de choses comme ça. Appuyer sur le bouton de la machine à laver, aider à remplir le lave-vaisselle, enfin quoi qu'il y a à faire en fait, quoi qu'il y a à faire. Leur proposer de participer, jardinage, ils aiment bien aussi. Mon mari des fois va courir, et ça lui arrive de prendre notre aîné, ou même il a déjà fait avec les deux. Donc on a ce cas où l'enfant joint le parent dans son activité. Après, il y a aussi les fois où on fait quelque chose pour eux. On joue à un jeu de société, on joue à cette famille ou à d'autres jeux, on lit des livres avec eux. Ça m'arrive parfois de lire un Astérix entier le samedi matin, ou bien des Tom Tom et Nana, des Tintins. Là maintenant, soit c'est moi qui lis, soit c'est eux qui lisent et je suis à côté. Ça dépend justement du livre et du rythme auquel on a envie de lire l'histoire. Mais juste en passant, donc ça continue d'être très utile et bénéfique pour les enfants qu'on leur lise à haute voix, même quand ils savent lire en fait. Donc on continue, puis en fait ça nous fait quand même plaisir à tous. Donc c'est vrai que ça c'était un peu c'était un peu la troisième activité, les activités que j'appellerais activités communes en fait. C'est pas forcément facile de classer les trucs pour eux, les trucs pour nous, les trucs communs. Et en fait, je crois que c'est bon signe, parce que c'est, selon moi, la clé. Ce que je veux dire, c'est qu'on fait des choses vraiment en famille, comme aller en forêt, aller au ski, faire une rando, aller à la piscine. C'est des choses qu'on ferait sans eux, qu'on adapte parce qu'on les fait avec eux, mais qu'on ferait quand même, en fait. Donc c'est pas vraiment pour eux, c'est pas vraiment pour nous, c'est pour tout le monde. Et je pense que c'est aussi un mix qui est important à faire. Et ça crée aussi la richesse, l'authenticité et la durabilité de la vie de famille. Des fois, on fait des trucs fun, des fois moins. Des fois, il y a des trucs un peu barbants que eux aiment faire. Je pense notamment à quand mon mari va laver la voiture. Ça, c'est un truc que je fais jamais, que je suis contente de ne jamais faire. Mais les garçons, ils aiment bien y aller et mon mari arrive à rendre ça marrant pour eux. Donc, il y a des fois où ça va être plus pour eux, plus pour nous, soit parce qu'on doit, soit parce qu'on veut. Et il y a des fois où vraiment c'est quelque chose qui est pour tout le monde, où tout le monde peut vraiment en tirer quelque chose. Dans toutes les activités, tout le monde peut en tirer quelque chose, mais ça fait plaisir en fait à tout le monde. Et en fait ça suffit à remplir le quotidien. On se retrouve en fait avec parfois certains des membres de la famille qui font quelque chose dans leur coin, que ce soit lire ou faire autre chose qui doit être fait. Et parfois des moments où vraiment on est tous en commun. Ça se fait naturellement et il n'y a pas plus à faire. Après, pour ce qui est de la partie désencombrement, justement, comment faire quand on a déjà les jouets? Comment faire pour se débarrasser des jouets qu'on a en trop? Parce que, soyons honnêtes, on en a tous en trop. Que ce soit parce qu'on les a achetés et que finalement ça n'a pas marché avec notre enfant, il n'a pas accroché, ou on a succombé justement à l'envie et c'était pas forcément super judicieux, ou ça nous a été offert. Ça aussi c'est un point qui peut être délicat quand les gens continuent à offrir alors qu'on demande de ne pas faire. Mais donc on se retrouve avec tous ces jouets, on se dit allez, c'est l'heure de faire le tri, c'est l'heure de désencombrer. Je pense que ce qui a marché particulièrement bien, pourquoi ça a bien marché avec les garçons, un double élément en fait. Bon déjà on leur a demandé leur avis, je vais y revenir.
Ça pour moi c'est essentiel, il faut que l'enfant soit d'accord parce que sinon ça va pas marcher. Si c'est en mode punition, si c'est en mode allez j'ai décidé que et que c'est imposé, je suis personnellement convaincue que ça ne va pas marcher ou que ça va être perçu comme une injustice ou une difficulté alors que c'est pas ça. Pour moi c'est vraiment une chance et ça doit être. C'est tellement mieux si c'est perçu comme tel par l'enfant quoi. Mais c'est vrai que le deuxième élément, on a eu une chance énorme je trouve, qui est que mon fils aîné a fait l'expérience de ce qu'on appelle l'école sans jouet. L'école sans jouet, c'est une expérience qui a été faite, il me semble, en Allemagne pour la première fois. Alors l'école sans jouet, la façon dont ça a été testé avec mon fils, les maîtresses ont mis tous les jouets de la classe, je crois au grenier, il y a un grenier à l'école, entre 2 vacances en fait. Quand les enfants sont revenus de vacances, il n'y avait plus de jouets. Ça avait été évidemment expliqué avant, il n'y avait pas de jouets, et jusqu'aux vacances suivantes, il n'y a pas eu de jouets. Et je crois qu'il y avait 6 semaines ou quelque chose comme ça. Et en fait, mon fils a adoré. Alors, ils avaient encore les chaises et les tables, je crois que c'est tout ce qu'ils avaient, et ils avaient le droit de faire ce qu'ils voulaient avec. Donc, ils avaient le droit de les superposer, de les mettre les uns sur les autres, de grimper dessus, dessous, de réagencer donc les meubles. Et là encore, en fait, dans cette expérience, ce qui a rapporté, c'est qu'au début, les enfants sont désorientés, ils savent pas trop comment faire. Ils tournent un peu en rond, il y en a qui disent qu'ils s'ennuient. Et puis en fait, après quelques jours, il y a plus de problème, on arrive, hop, on s'éclate, on se fait des jeux et des constructions. Et ça a été un vrai succès. En tout cas, mon fils a adoré. Et ça a été une expérience positive sur laquelle on a vraiment pu s'appuyer en disant, regarde, quand t'as essayé ça, c'était super, on pourrait peut-être voir comment ça fait ici aussi. L'autre chose, c'est que j'ai souligné que justement ça créait des conflits, des tensions entre nous, parce qu'il fallait toujours ranger, que c'était du travail pour tout le monde. J'ai souligné tout ce qui serait bien s'il y avait moins de jouets, donc moins de rangement, moins de disputes, moins de tensions quoi. Et ça a vraiment été le cas, c'est vraiment le cas, le jour et la nuit. Et encore un élément très important, c'est que vraiment ça a été une décision démocratique, je dirais. J'ai exposé le projet, en fait, à la table du dîner. Et j'ai vraiment demandé un vote, une approbation à l'unanimité. Parce que je me suis dit, si jamais s'il n'y a pas tout le monde qui est d'accord, ça risque vraiment de capoter. Et vraiment, c'est parti d'une lassitude, mais pas d'une envie de punir, en fait. Pas d'une envie de priver quoi que ce soit. C'était vraiment, allez, on essaye, on voit si ce serait pas mieux quand même. J'avais déjà lu plein de choses là-dessus et j'ai toujours essayé de limiter. Mais comme quoi, même quand on essaye, des fois, on y arrive plus ou moins bien. Et du coup, le dimanche suivant, on a décidé de faire cette purge. L'ampleur de la tâche était telle qu'on a bazardé franchement un max. Ça a duré quelques heures, on y est allé vraiment à coups de grands sacs poubelles, vraiment de caisses de rangement qu'on a vraiment descendu entière sans trier à la cave quasiment. On s'est pas attardé sur chaque chose en se disant est-ce que je garde ou pas, Non, là c'était quand même assez... Pour le coup c'était quand même un peu radical. Mais j'ai pas non plus demandé à ce que aille à la cave des choses que les enfants voulaient garder. Ils avaient le droit de garder ce qu'ils avaient envie de garder et j'ai pas fait un compte, un truc hyper strict ou quelque chose comme ça en disant tu as le droit de garder seulement 5 jouets. Non, si t'as vraiment envie de le garder, tu penses que tu vas vraiment jouer avec, tu le gardes, y a pas de souci. C'était pas non plus irrémédiable en fait, je dis on essaye, on met à la cave, si jamais ça va pas pour une raison ou pour une autre, on ressort. Je me suis aussi gardé cette porte de sortie parce que je me suis dit si ça se trouve ça va être la cata en fait. Donc je me suis aussi laissé la possibilité de revenir en arrière en fait. Voilà, on a mis à la cave, donc du coup maintenant c'est la cave qui est en bazar. C'est un problème encore à résoudre. Si vous avez envie, vous pouvez directement jeter, ou faire des marchés aux puces, ou vendre sur internet, ou d'une manière ou d'une autre. Mais tout de suite, ça démultiplie l'ampleur de la tâche, quoi. Il faut être prêt pour ça. Et ça, c'est vraiment des choix personnels. Moi, personnellement, j'ai déjà tout fait. Enfin, j'ai déjà revendu, j'ai déjà jeté à la poubelle, donné en fonction de mon niveau d'énergie du moment en fait, parce que faut que ce soit vivable quoi. Et à tous les moments de sa vie, on n'a pas forcément justement la même disponibilité, le même niveau d'énergie, la même quantité de temps tout simplement et de disponibilité pour ça. Donc pas de culpabilité là-dessus. Après ça, c'est vrai que ça touche encore à quelque chose d'un petit peu différent.
que je vais juste aborder brièvement ici, c'est en fait de se poser la question de quelles émotions on met dans ces objets, en fait, dans le matériel, en fait. En général, les jouets, après quand c'est des cadeaux, on a des valeurs en fait qui sont attachées à ça et on a tendance en fait à se limiter, à se dire que telle ou telle chose c'est pas possible ou ça ce serait pas bien ou il y a beaucoup d'émotionnel en fait dans les choses qu'on a chez nous, que ce soit les jouets ou d'autres choses. Et nombreux sont les gens qui ont du mal à se séparer justement de cadeaux, de choses qui viennent de telle ou telle personne, même si ça va pas, même si on va jamais s'en servir, etc. On le voit comme un souvenir, comme quelque chose qui nous rattache à cette personne. D'une certaine manière, en fait, se débarrasser de telle ou telle chose, ça serait trahir la personne. Ce serait l'oublier, ce serait la rejeter. Les possibilités sont multiples. Mais il y a vraiment une composante émotionnelle qu'il ne faut pas sous-estimer, mais qu'on peut là aussi transformer. Il ne s'agit pas forcément de se dire je suis comme ça et je ne changerai jamais. C'est là que l'hypnothérapie entre en jeu. C'est possible de changer son système de croyance, la façon dont on voit les choses, que ça devienne plus facile de se séparer de certaines choses. Mais c'est vrai que là, il y a un travail à faire sur les valeurs. Donc, je ne vais pas plus loin là-dessus parce que je pourrais aussi développer longuement cet aspect-là. Mais oui, où est-ce que j'en étais sur le fait, du coup, de désencombrer. Une fois que ça a été désencombré, les garçons, franchement, ils en ont presque plus jamais reparlé. C'est arrivé 1 ou 2 fois qu'ils aient envie de récupérer quelque chose à la cave. Et sinon, pour tout le reste, pas du tout. Il n'y a rien qui manque, en fait, rien qui manque. Et c'est là où on se dit, mais c'est fou, en fait, c'est fou. Tout l'argent, l'énergie qu'on peut mettre justement dans l'achat de jouets, on pense que c'est essentiel à leur développement, on fait ça pour leur bien, parce que sinon ils vont pas être comme ci, pas être comme ça. Et en fait, pas du tout, et on a peur de les priver, et en fait, de fait, les jouets ne sont plus là, et personne n'y pense. Donc c'est bien le signe, et c'est ce que je disais la fois dernière avec ce jouet qui n'avait pas été acheté à la Migros pour mon fils, que sur le moment c'est dur, mais en fait après ça n'aurait pas du tout... Ce jouet, il aurait été vite oublié aussi, en fait. Il aurait pas eu plus de valeur à ses yeux que tous les autres qui sont déjà à la cave. Alors après, on n'est pas à l'abri d'un coup de cœur, c'est déjà arrivé aussi que mon fils aîné pour le coup est un coup de cœur pour un jouet ou une peluche en particulier, alors qu'il n'est pas du tout peluche. Et vraiment, c'est vrai que ces 2 fois-là, il y a 2 moments en fait que j'ai en tête. Je l'ai vu sur son visage en fait. Son visage, il s'est transformé. Il le voulait vraiment, mais je sentais qu'il y avait... C'était pas juste oui, j'ai envie de ce truc-là. Il y avait vraiment eu quelque chose de spécial qui s'est passé à ce moment-là, qui a fait d'ailleurs que j'ai acheté la peluche. Et ça, pour le coup, c'est vraiment une peluche du coup qui est restée proche à son cœur en fait. Donc je dis pas non plus de jamais céder, je suis pas du tout dans l'extrême d'une manière ou d'une autre de toute façon, c'est à l'appréciation de chacun, et le tout ou rien, c'est pas trop mon truc de toute façon, mais voilà, quand il y a des moments où on sent qu'il faut, et c'est pas on n'achète jamais, mais c'est pas non plus on achète à tout bout de champ parce que on n'ose pas justement... On a peur du conflit parce que on a peur que ça rende notre enfant triste ou moult autres choses qui peuvent nous passer par la tête. Et après, l'idée, c'est de, justement, une fois qu'on a fait ce désencombrement, c'est de ne pas racheter ou ne pas racheter trop en tout cas. Et ça, malheureusement, ça marche pas toujours. Notamment... avec des fois la famille, les grands-parents, les oncles et tantes qui ne partagent pas forcément notre point de vue, les anniversaires aussi. C'est vrai que là c'est encore autre chose parce que c'est pas seulement les émotions et l'écosystème de notre famille nucléaire à gérer, c'est plus que ça. C'est pas forcément évident. Maintenant, là c'est mon opinion, mais c'est pas notre travail à nous de gérer les émotions des autres non plus. Alors je dis pas d'y aller frontalement, etc. Mais vous êtes des personnes adultes et vous avez le droit de prendre des décisions, de faire des choix dans votre vie qui méritent d'être respectés. Donc il n'y a pas à se sentir mal pour ça non plus. Et de dire clairement qu'on a envie qu'il y ait des limites et que c'est pour le bien de notre enfant et le nôtre aussi, et le nôtre. Quand on pense que ça limite les conflits dans une famille, moi je trouve que comment est-ce qu'on peut continuer à... Comment est-ce qu'on peut encore argumenter après ça en fait, je me dis. mais bon... c'est sûr que c'est des choses encore à gérer. Te suggérer ou bien alors à ce moment-là un seul cadeau ou un cadeau commun ou une expérience aussi en fait, un moment à partager quelque part ou quelque chose comme ça. Ça c'est vrai que c'est quelque chose qu'on a mis en place avec une autre famille à l'école à qui on s'invite pour les anniversaires justement. Une activité vraiment
Alors une fois aller faire de l'escalade, une fois aller faire du VTT au bike park, aller au cinéma, aller à la patinoire. Il y a plein de choses qui pourraient faire plaisir aux enfants, qu'ils aimeraient faire avec leurs copains ou leurs copines. Et je trouve pas que ce soit un cadeau au rabais, loin de là. C'est aussi après... parce qu'il y a des gens qui vont dire « Ah oui, mais un enfant ne comprend pas un cadeau qui n'est pas matériel ». Un enfant ne comprend pas si l'adulte ne comprend pas et ne sait pas lui expliquer. Et n'en montre pas l'exemple, en fait. Mais s'il y a déjà des exemples de ça à la maison, aux anniversaires ou ce genre de choses, on offre, je sais pas, des massages, des restos, des choses comme ça, bah c'est déjà intégré en fait comme étant normal par l'enfant, et en fait, il n'y a pas de raison qu'il accepte pas ça. Ça c'est, comment dire, c'est la limite de l'adulte qui projette ça sur l'enfant en fait. Et effectivement, si l'adulte n'en est pas convaincu, l'enfant sera pas convaincu non plus. Mais je pense vraiment pas que ce soit des cadeaux au rabais, loin de là. Je trouve que c'est aussi des souvenirs, des expériences et des moments spéciaux qui ont de la valeur. Donc je pense qu'il y a il y a même plein d'autres possibilités sans doute. Pour l'instant, on en est là. Alors on fait pas forcément les choses, comme je disais, de manière rigide et parfaite, mais en tout cas c'est le fil conducteur qu'on a pour l'instant. Moi je suis super contente qu'on ait fait ça, je ne regrette pas une seule seconde, et j'ai envie de continuer à faire attention, pour notre bien à nous en fait. Parce que je vois vraiment des effets positifs sur tous les membres de la famille. Donc voilà, j'espère que c'est un épisode qui vous a plu, qui vous a été utile, que ça nourrira votre réflexion. Moi, je serais super contente d'avoir vos retours à ce sujet. Si vous avez envie, n'hésitez pas à m'en faire un. Ça m'intéresse de savoir comment vous faites, qu'est-ce que vous en pensez, qu'est-ce qui vous semble possible, pas possible, à quels défis vous faites face. Donc n'hésitez pas, ça me ferait vraiment plaisir. Je vous souhaite une belle journée encore, ou une bonne soirée si vous écoutez cet épisode le soir. Et à bientôt! Voilà, c'est la fin de cet épisode. S'il vous a plu, merci de m'aider à le faire connaître en lui mettant 5 étoiles ou en le partageant à quelqu'un que ça pourrait intéresser. Si vous avez des retours ou des suggestions à me faire, n'hésitez pas à m'écrire par email ou sur Instagram. Merci infiniment de m'avoir écouté jusque-là et à très vite.